Bonsoir. Le rouleau compresseur anglais n'a pas fait de cadeau aux Français. Comme prévu, le 15 d'Angleterre s'est imposé au Parc des Princes cet après-midi dans un match comptant pour le tournoi des 5 nations de rugby. Une rencontre houleuse durant laquelle 2 Français ont été expulsés. Jean-Philippe Guillen. 33e minute d'un match particulièrement houleux. Les Anglais mènent déjà 3-0, mais sur cette percée du briviste Sébastien Viars, la France prend l'avantage 4-3, un avantage qu'elle ne conservera que 6 minutes. En effet, la pression du pack anglais est terrible. Acculés sur leur ligne d'en-but, les tricolores n'ont plus qu'une solution, ils écroulent la mêlée. L'arbitre irlandais Hilditch accorde immédiatement un essai de pénalité. Angleterre 9, France 4. Juste avant la mi-temps, l'écart se creuse encore à la suite de ce superbe mouvement offensif des 3/4 au maillot frappé de la rose. Jonathan Webb, meilleur marqueur du match avec 19 points, prend toute la défense française de vitesse. 15-4 pour l'Angleterre. Et les Français continuent à errer sur le terrain. Une mésentente entre Penaud et ses arrières coûte très cher. Les Anglais se jettent sur le ballon. Ils vont offrir à leur ailier Rory Underwood son 35e ballon d'essai pour sa 54e sélection. Le match est déjà joué 24-7 pour l'Angleterre. L'essai en contre, inscrit quelques minutes plus tard par le demi d'ouverture Alain Penaud, n'est qu'un sursaut d'orgueil d'une équipe déjà battue. Et comme si 15 Anglais affûtés ne suffisaient pas pour écraser le 15 tricolore, l'arbitre irlandais continue d'oublier les fautes des Blancs pour sanctionner et expulser 2 Français, Lascubé puis Moscato. Triste spectacle. Je ne sais pas si c'est vraiment justifiable. Mais c'est dur de se retrouver avec 2 joueurs à moins, 2 blessés, beaucoup de points encaissés, alors qu'encore un climat détestable. Je suppose qu'il va y avoir des suites à tout ça. En fin de match, l'Angleterre et Maurice profitent encore d'une erreur des Français. Score final 31-13. L'Angleterre, que la France n'a plus battue depuis 5 matchs, est bien partie pour réaliser un grand chelem. Quant à l'arbitre de cette rencontre, c'est protégé par les officiels qu'il a quitté la pelouse. L'Écosse, par ailleurs, a battu l'Irlande 18-10 à Dublin. Autre déception française aujourd'hui, Carole Merle n'arrive qu'à la 13e place dans la descente dames de Méribel, mais elle est bien décidée à s'imposer dans ces 2 disciplines fortes, le super G et le slalom géant. Médaille d'or surprise pour la Canadienne, Karine Lee Gartner, une course qui s'est déroulée dans des conditions météorologiques plutôt médiocres. Alain Dorgance. Sur cette descente de roc qu'elle aurait souhaité de glace, Carole Merle se vit proposer une neige fraîche, humidifiée, accentuant la part de la glisse au détriment de la technique. Dans ce contexte, Carole ne pouvait espérer un bon résultat. 13e seulement, elle reste sans regret. Depuis le début de saison, j'ai un peu de mal en descente, donc j'aurais peut-être pu essayer de mieux skier, mais c'était pas facile, je suis pas très en confiance. Après Franz Heinzer, le grand battu de Val d'Isère, Petra Kronberger, archissime favorite de la descente olympique, n'a pas trouvé tous ses appuis sur cette piste glissante. L'Autrichienne, championne olympique du combiné, pure descendeuse, a raté le podium dans sa discipline de prédilection. C'est l'hécatombe des prétendantes à la victoire. L'Américaine Hilary Lynn, championne du monde junior, bravant les flocons et nappes de brouillard, a créé une énorme surprise en prenant la 2e place. L'Autrichienne Veronika Wallinger sauvera l'honneur des meilleurs de la descente en déroute en s'octroyant la médaille de bronze. C'est une skieuse des montagnes rocheuses, le paradis des chercheurs d'or, qui créera la sensation. N'ayant jamais gagné une course de sa carrière, Karine Lee Gartner voulait venger sa modeste 15e place, acquise il y a 4 ans au JO de Calgary. Avec détermination, la Canadienne rêvait d'une place d'honneur à Méribel. C'est la médaille d'or qui s'offre à elle. Oh, c'est fou, j'attendais un bonheur comme ça depuis tellement longtemps. Je suis vraiment folle de joie. À l'affiche, le plus surprenant podium depuis le début des Jeux Olympiques d'Albertville. Demain, tout le monde attend bien sûr Franck Picard dans le Super G sur la phase de Bellewaerde à Val d'Isère. La course est avancée d'1 heure, elle débutera à 11h15. Avant cela, un autre événement ce soir à Albertville, le patinage artistique avec le Libre-Homme. Les plus talentueux patineurs du monde vont s'affronter. Présentation des champions tout de suite avec Didier Balèze. Si le moral de Paul Willis n'est pas au beau fixe, c'est peut-être que le clan américain fait figure de grand perdant du patinage messieurs. Car après la désillusion de Christopher Bowman, un des favoris victimes de la pression dans le programme original, les USA ne peuvent espérer qu'un accessite. Ce soir, dans le programme libre, le titre olympique va se jouer entre le Tchèque Petr Barna, le Canadien Kurt Browning, ici sous vos yeux à l'entraînement, triple champion du monde, 89, 90, 91, premier patineur de l'histoire à réussir un quadruple saut.
Mais pour Browning, le challenge est simple. Il doit s'imposer et reléguer son redoutable adversaire russe à la 3e place. Seulement voilà, Viktor Petrenko, champion d'Europe à Lausanne, a survolé le début de l'épreuve. 2 super combinaisons enchaînées, formées de triples, font sa force. Pétri de qualité, une ligne superbe, une glisse parfaite, Viktor Petrenko ne doit pas laisser passer sa chance. Une seule inconnue cependant, la tension et la capacité de chacun à résister à tout l'environnement olympique. Le patinage en direct ce soir sur la 3. Sachez enfin qu'en Allemagne, Catherine Krabbe, double championne du monde de sprint, et 2 de ses compatriotes ont été suspendus de compétition pendant 4 ans pour dopage. Un nouveau scandale après celui provoqué par Ben Johnson, vous vous en souvenez. À quelques jours de la reprise de la conférence de paix sur le Proche-Orient, à nouveau l'affrontement entre Arabes et Israéliens. 3 fédéines se sont infiltrés la nuit dernière dans un camp militaire du nord de l'État hébreu. Ils ont tué 3 soldats israéliens. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre l'armée israélienne depuis 1987. Sylvie Levé. Cet homme au pansement a eu de la chance. Il est sorti presque indemne de la tuerie d'hier soir. Il fait déjà nuit sur le kibbutz Galed, au nord-est de Tel Aviv, lorsqu'un commando attaque par surprise ce campement militaire. 3 soldats israéliens sont poignardés ici même. Le 4e, nous le savons, s'échappera à temps. Parmi les 3 victimes, 2 nouveaux immigrants de l'ex-URSS. La quarantaine, ils étaient en train d'effectuer leur service militaire. Depuis lors, la police israélienne ratisse la région à grand renfort de militaires et de gardes-frontières. Les perquisitions vont bon train, violentes parfois, comme ici, ou bien sûr les caméras de télévision dérangent. L'armée accuse, les auteurs de l'attaque seraient venus de la Cisjordanie occupée à une vingtaine de kilomètres du kibbutz. Une vingtaine de suspects palestiniens seraient déjà arrêtés. Une interrogation se profile bien sûr. Ce nouvel épisode sanglant ne risque-t-il pas de ralentir davantage un processus de paix au Moyen-Orient déjà bien timoré ? C'est un homme en larmes qui est apparu hier soir à la télévision britannique. Salman Rushdie, brisé par 3 années de vie clandestine, condamné à mort par l'ayatollah Khomeini, l'auteur des versets sataniques est sorti du silence hier pour parler de sa souffrance. Joël François Dumont. C'était hier à Londres la rentrée inattendue d'un écrivain célèbre, trop célèbre peut-être. Une célébrité en tout cas qui lui vaut depuis 3 longues années déjà de vivre dans la clandestinité. Très applaudi, Salman Rushdie s'est adressé à de nombreux intellectuels britanniques, la voix brisée par l'émotion. Je me refuse à devenir une non-personne. Je n'accepte pas que l'on dise qu'il s'agit d'un problème de racisme. Cela n'a jamais été le cas. C'est un problème de terrorisme religieux. Je refuse par avance que l'on interdise la publication de mes œuvres ou que l'on menace ceux qui pourraient le faire sous quelque forme que ce soit. Je refuse également que l'on m'interdise de marcher librement dans mon pays et dans d'autres pays. Je refuse franchement de continuer à vivre enfermé dans une boîte. À 44 ans, Salman Rushdie a déjà perdu sa famille, son foyer et sa liberté. Il entend préserver toutefois sa dignité d'homme libre dans un état de droit en retrouvant une vie normale. Il le clame haut et fort alors que Téhéran vient de reconfirmer sa sentence de mort. Une décision des ayatollahs qui commence à provoquer des remous diplomatiques, une situation qui lui vaut enfin le soutien d'intellectuels de Paris à Washington, sans oublier Londres. Nouvel attentat à la voiture piégée à Belfast, bilan 5 policiers légèrement blessés. La bombe cachée dans une voiture n'a pas fonctionné comme prévu. Seul son détonateur a fait explosion, un attentat qui n'a pas encore été revendiqué. Et pour clore cette page étranger, coup de chapeau à une équipe de FR3, Jean-Claude Perper, Marc Doux et Alexis Toutain, récompensés hier au Festival international de télévision de Monte-Carlo. Leur reportage tourné au Liban et intitulé Cris de vérité a reçu le prix des téléspectateurs Télérama FR3 Continental. Il a été diffusé le 24 décembre dernier dans l'émission spéciale de Norbert Balit, Dis monsieur, c'est quoi la paix? Le thème, la vie au quotidien des jeunes Palestiniens dans les camps de Sabra et de Shatila. Je vous propose d'en revoir un extrait.
لأنه كان الوضع ما كويس كتير لأنه بالحصار وكان ما كان في كتير دولة ليحكموا الناس. في كتير ناس ماتت كتير يعني مش واحد أو اثنين بالملايين ماتوا. وأنا عشان هيك اخترت هاي. أنت شاطرة بالمدرسة ما هيك؟ ماجد qu'est-ce que vous voudrez faire ماجد؟ وأنت ماجد شو عندك يعني بالمستقبل شو بدك؟ دكتور. شو؟ دكتور. دكتور؟ Polémique toujours à Toulon. 3 ans après l'explosion de la Maison des Têtes, les familles des victimes réfutent encore la thèse du gaz. La catastrophe, souvenez-vous, avait fait 13 morts et 36 blessés. Pour commémorer cette date anniversaire, elles ont demandé de nouvelles expertises. Robert Papin. Des cierges allumés, quelques fleurs et une minute de silence. Très forte émotion cet après-midi à Toulon en souvenir des 13 victimes du 15 février 1989. Les familles des victimes exigent toujours la vérité et récusent fortement la thèse du gaz. Une occupante du 3e étage de l'immeuble se serait suicidée. Mais voilà, aucune odeur de gaz n'a été décelée, aucune brûlure caractéristique relevée sur le corps de la dite suicidée. Plus troublant encore, un expert privé a découvert des traces d'explosifs au 1er étage. Les familles m'ont confié des cheveux appartenant à une des victimes du 1er étage, ainsi que des bagues appartenant à une autre victime du 1er étage. Et j'ai découvert sur ces objets une multitude de ce qu'on appelle résidus de charge pyrotechnique provenant d'un engin explosif. D'autre part, l'analyse des vêtements des victimes aurait pu livrer des indices sérieux, mais les plus importants ont mystérieusement disparu. Le juge d'instruction dit que ce sont les vêtements des 5 premières victimes qui ont été incinérés par erreur, dans la panique. Et quand on sait les victimes dont les vêtements ont disparu, qu'elles sont non pas les 5 premières, mais qu'elles sont la 5e arrivée à la morgue, la 6e, la 7e et la 9e. Seules de nouvelles expertises permettraient d'éclaircir les zones d'ombre. Pour l'instant, le tribunal en juge autrement. Depuis le 15 janvier dernier, les familles demandent le dessaisissement du juge d'instruction. Jour J pour les dockers, après une vague de 17 grèves en 4 mois, le bras de fer entre la CGT et le secrétaire d'État à la mer devrait normalement se terminer. Aujourd'hui, une date butoir fixée par Jean-Yves Le Drian pour négocier le statut des dockers. Explication Marie-Claire Thiers. Les négociations souhaitées dans chaque port par le secrétaire d'État à la mer n'ont pas véritablement eu lieu. La Fédération des dockers a refusé le dialogue. Il n'y a eu que des amorces de discussion, comme à Dunkerque, où plus de 60% des dockers ont retourné un questionnaire indiquant qu'ils étaient prêts à être mensualisés. Discussion aussi à Roscoff, à Brest et à Saint-Nazaire, où les dockers CGT essaient de créer leur propre société. Le bilan est bien faible. Aujourd'hui expire donc le délai fixé aux 8300 dockers pour s'asseoir à la table de négociation. Mais Jean-Yves Le Drian a maintes fois répété que le refus de la CGT de négocier localement et les grèves à répétition déclenchées depuis septembre ne l'empêcheront pas de réformer le statut des dockers vieux de 45 ans. Pour améliorer la compétitivité des ports français, le gouvernement déposera le 2 avril un texte de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Monsieur Le Drian a toutefois laissé une porte ouverte pour ne pas pénaliser ceux qui choisiraient après coup de dialoguer. Mais il prévient, le plan social que je proposais était très favorable aux dockers et s'appliquait automatiquement. À partir de demain, 16 février, je me réserve d'apprécier toutes les situations au cas par cas. L'histoire douloureuse de 2 enfants en fugue depuis hier dans la Manche. Le juge pour enfants décide de les confier à la DAS. Mais Anthony et Virginie ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont grandi chez leurs grands-parents et comptent bien y rester. Reportage Ludovic Place. Depuis hier, Virginie, 14 ans, et Anthony, 12 ans, se cachent. Ils ont peur, ils sont traumatisés, ils fuient. Ils voulaient nous prendre pour nous mettre dans une famille. Et puis... qu'on ne reverrait plus jamais notre famille. Alors nous, elle est venue nous chercher à l'école, notre grand-mère. Et puis à midi, on est parti. Ils fuient pour échapper au juge pour enfants qui a décidé de les placer dans un foyer d'accueil. Ils fuient pour échapper à la violence de leur beau-père et à leur mère qui n'a pas su s'occuper d'eux. Leur famille, celle qu'ils considèrent comme telle, ce sont leurs grands-parents. Élevés par eux pendant 10 ans, il n'y a que dans cette maison que Virginie et Anthony se sentent en sécurité. Mais le juge pour enfants n'a pas su les écouter. Je voudrais vivre chez mes grands-parents.
Tu es mineur, donc théoriquement tu n'as pas le droit de décider, c'est ça le problème? Si, j'ai le droit de décider. Virginie et Anthony ont décidé, ils se cacheront tant que leurs demandes n'auront pas été écoutées. Mais depuis ce matin, ils se sentent déjà moins seuls. Des adultes ont décidé de les aider en créant un comité de soutien composé de plusieurs personnalités, dont l'écrivain Gilles Perrault. Musique ou plutôt cinéma à présent avec Michael Jackson en tournée en Afrique. Une tournée sans concert puisque la star américaine vient pour le tournage d'un film. En Côte d'Ivoire où il est arrivé jeudi, Michael a droit à un accueil triomphal bien sûr, même si ses fans sont déçus de ne pas pouvoir l'écouter chanter. Alain Chabot. Quand Michael Jackson se déplace, sa visite passe rarement inaperçue. Témoin, ces milliers de fans brutalement bousculés par la police à Abidjan. Il faut dire que les admirateurs de la star sont forcément déçus. Michael ne vient pas en Côte d'Ivoire pour chanter. Il est ici pour le tournage d'un documentaire intitulé « Retour vers l'Afrique ». Tout un programme. En tout cas, le chanteur américain a droit au protocole que l'on réserve aux chefs d'État. Réception par le Premier ministre, multiples photos souvenirs avec cérémonie d'honneur à la mairie de la capitale ivoirienne. Et aujourd'hui, Michael a eu droit à une tournée triomphale dans le pays. L'occasion d'être solennellement sacré roi en habit traditionnel avec couronne et tout le tralala. Vous allez le voir, côté souvenir, voilà qui vaut largement un disque d'or. Dans quelques petites secondes, les prévisions météorologiques complètes de Michel Touré. Michel nous annonce des chutes de neige importantes sur les Alpes demain. Les Jeux Olympiques, c'est en direct sur la 3 ce soir à 21 h. Les meilleurs patineurs du monde vont s'affronter sur la patinoire d'Albertville. Je vous retrouve à 23 h 05 pour le dernier journal tardif de la soirée. Au revoir, à tout à l'heure.